Bonjour à tous, on est en direct sur le Figaro.fr et sur la page Facebook du Figaro et on est en direct de Pékin avec Cyril Pluyette au téléphone. Bonjour Cyril. Bonjour Vincent. Cyril, j'ai une question à vous poser toute simple. Qu'est-ce que les dirigeants chinois attendent de la visite d'Emmanuel Macron à Pékin ? Eh bien, tout d'abord, ils attendent de faire mieux connaissance avec Emmanuel Macron, qu'ils ne connaissent pas très bien. Emmanuel Macron est un nouveau venu sur la scène internationale et il n'a pas visité la Chine depuis qu'il a quitté le privé. Donc ce voyage a été l'occasion de nouer des liens un petit peu privilégiés. Les deux dirigeants ont dîné avec leurs épouses hier en tête-à-tête et ont pu échanger sur leur vision pour leurs deux pays, mais également aborder des sujets plus personnels. Xi Jinping a notamment parlé de son enfance à la campagne. Et puis, je sais aussi qu'ils ont parlé du philosophe Tocqueville, qui est apprécié ici en Chine. Et puis, les Chinois attendent aussi d'Emmanuel Macron qu'il incarne une certaine refondation de l'Europe. Ils sont inquiets de la période d'instabilité que traverse l'Europe. Et les Chinois détestent la stabilité et recherchent un côté plus prévisible que Emmanuel Macron cherche à apporter. Quel est le programme aujourd'hui, Cyril? Vous êtes là en train d'attendre la signature des contrats, c'est ça? Exactement. Alors là, je suis derrière la porte. Alors pour une raison un peu mystérieuse, on attend encore un petit peu. Après, il va y avoir la signature officielle des contrats en présence des deux présidents. Et puis ensuite, les deux présidents vont faire une conférence de presse. Là, je me trouve au Palais du Peuple à Pékin. Merci beaucoup, Cyril. Et bon courage dans la cité interdite où vous vous trouvez. Pas la vraie cité interdite, mais celle où vous vous trouvez actuellement, où la porte est fermée. Et dès que la porte s'ouvrira, eh bien, on verra les images en direct sur Figaro Live, sur lefigaro.fr, la page Facebook du Figaro. En attendant, une question. Est-ce qu'Emmanuel Macron agit bien avec la Chine? C'est la question qu'on vous pose depuis hier soir sur Twitter, hashtag les décrypteurs, hashtag Figaro Live. Et vous êtes une majorité à répondre oui. Vous continuez à voter, vous continuez à débattre, à nous donner vos commentaires. La question, on la posera également à Nicolas Bequelin. Il est le représentant d'Amnesty International à Hong Kong. Et en plateau, on la posera à nos invités. François Géré, bonjour. Bonjour. Vous suivez depuis longtemps les relations entre la France et la Chine. Vous étiez d'ailleurs en Chine au mois de novembre dernier. Vous allez nous raconter et vous allez faire le bilan. On signale également votre dernier ouvrage sur la pensée stratégique française contemporaine. C'est aux éditions Economica. Face à vous, Fabrice Naudet-Langlois, chef du service économie internationale du Figaro. Et il a toutes les infos autour de ce voyage. Patrick Saint-Paul a écrit également un livre passionnant sur la Chine. C'est Le peuple des rats dans les sous-sols de la Chine. C'est aux éditions Grasset et c'est ce livre. Et il faut absolument le lire. Ils vont nous aider à décrypter. Do you know him? No. McLung. McLong. Very good. Ah, very good. J'espère qu'il va trouver la Chine est vraiment bon. Là, en fait, c'est qu'en Chine, on a essayé beaucoup de choses pour réduire la pollution. Ça c'est sûr, hein. Tout le monde veut réduire. La France a l'expérience d'un impérialisme unilatéral en Afrique, qui a parfois commis le pire. Et aujourd'hui, ces nouvelles routes de la soie sont en train de s'ouvrir. Je pense que le partenariat entre la France et la Chine peut permettre d'éviter de répliquer ces erreurs, mais surtout de trouver la voie de cette justice dont je parle. Voilà, et ce sont les premières déclarations d'Emmanuel Macron qui ont été faites hier lors de la première journée de son voyage
en Chine. Depuis, il a visité la cité interdite. Il a également visité des incubateurs d'entreprises. On va en parler tout à l'heure avec Fabrice Naudet-Langlois. On s'attend d'une minute à l'autre donc à la signature d'un certain nombre de contrats. Est-ce que c'est une mise en scène ou bien est-ce qu'il y a de réelles avancées? C'est l'une des questions que l'on va poser. Puis peut-être que nous aurons les premières déclarations d'Emmanuel Macron et de Xi Jinping ensemble qui doivent faire une conférence de presse d'ici midi. François Géré, puisque vous êtes là, on va être bousculé par les directs. Je vais vous poser une question sans attendre. Vous aviez été déçu par la façon dont Nicolas Sarkozy avait manœuvré avec la Chine. C'était une discussion qu'on avait eue il y a quelques années. Est-ce que vous êtes plus satisfait par la façon de faire d'Emmanuel Macron? Les choses ont évolué de façon quand même très positive. Sarkozy avait eu effectivement un démarrage assez désastreux. Et puis il avait compris à son corps défendant que ça risquait de coûter très cher. Donc il avait changé de portage dans la deuxième moitié de son quinquennat. Ensuite, les choses ont été tout à fait bien sous la présidence de François Hollande. Fabius était présent en Chine de manière très régulière. Et donc, il est dans la délégation, là, actuellement. Oui. Et il n'est pas étonnant que Emmanuel Macron à la fois consolide ce qu'on peut considérer comme des acquis, mais aussi ait la volonté d'aller plus loin. Et je crois que d'un côté comme de l'autre, il y a cette volonté. On est finalement content d'une relation qui est un peu entrée dans un ronron. On a l'habitude des contrats Airbus, des négociations Areva, etc. Mais on se rend compte qu'il faut aller plus loin, à la fois sur le plan économique, avec la concrétisation des propositions chinoises, des nouvelles routes de la soie, et puis d'autre part sur le plan politique, en prenant en compte certains dossiers qui sont un peu épineux et qui fâchent, comme la question de des mers du Sud, non, surtout les mers de Chine du Sud. Toute la question frontalière, des litiges frontaliers entre la Chine et ses voisins. Sur les frontières de la Chine, les questions naturellement de la Corée du Nord, où la Chine souhaite que la France joue un rôle, et ça c'est très nouveau et très important. Puis il y a aussi la question du terrorisme international, où là aussi il y a une coopération, mais où on veut aller plus loin, que ce soit en Afrique en particulier, que ce soit aussi dans des pays avec lesquels la Chine a des relations extrêmement importantes, comme le Pakistan, qui est à la fois une opportunité économique pour les Chinois, mais un risque considérable compte tenu de l'instabilité chronique du pays et des risques permanents de terrorisme. Merci beaucoup. Vous avez d'ailleurs répondu à ma deuxième question. Qu'est-ce que la France peut jouer comme carte? Vous venez de le dire. Patrick Saint-Paul, vous avez suivi un certain nombre de voyages présidentiels à Pékin. Est-ce que celui-là peut changer par rapport au précédent? Alors, ce qui change, c'est le contexte géopolitique, puisque Emmanuel Macron bénéficie d'une ouverture incroyable qui tient à deux facteurs essentiels. D'abord, le désengagement de Donald Trump dans la région. À Zhongnanhai, dans la nouvelle cité interdite, les dirigeants chinois ont été très surpris par ce recul de Donald Trump en Chine et en Asie, qui a abandonné le TPP, le partenariat transpacifique, donc, qui était un accord de libre-échange qui était signé entre les États-Unis et un certain nombre de pays asiatiques de l'autre côté de la rive. Et ce qui était très important, c'est que ça permettait aux États-Unis de définir les règles du commerce dans la région, et maintenant c'est la Chine qui risque de prendre le relais et d'imposer ses propres règles. Alors les Chinois se disent c'est incroyable, les dirigeants maintenant commencent à comparer Donald Trump à Mikhail Gorbatchev. En Chine, ce n'est pas un compliment, puisque pour les Chinois, Gorbatchev est celui qui a enterré l'Empire soviétique. La deuxième ouverture pour Macron, c'est les difficultés politiques d'Angela Merkel en ce moment. Si la France est le partenaire historique de la Chine en Europe, l'Allemagne, en raison des relations économiques très fortes, à ces dernières années, était le principal partenaire de Pékin. Aujourd'hui, les Chinois voient en Emmanuel Macron celui qui sera capable peut-être, avec ses propositions sur l'Europe, de relancer une Europe plus forte. Et c'est quelque chose qui leur tient à cœur, puisqu'ils ont toujours rêvé d'une Europe plus forte pour contrebalancer l'influence des États-Unis.
dans un monde multipolaire. Alors, Fabrice Deslay-Langlois, justement, il y a quand même beaucoup de questions qui ont été posées avant même cette émission, justement, sur la relation commerciale entre la France et la Chine. On va voir peut-être dans quelques instants des contrats qui vont être signés. Rebondir sur ce que vient de dire Patrick, oui. Parce qu'il y a un peu un paradoxe quand beaucoup d'experts disent effectivement que la Chine recherche une Europe forte, une Europe stable qui peut contrebalancer l'influence américaine, mais en même temps, elle ne s'interdit pas du tout, bien au contraire, de diviser pour régner. Patrick l'a souligné encore ce matin dans son éditorial dans le Figaro. Il y a eu un exemple récent, tout à fait édifiant. C'était ce sommet 16+1 que la Chine, où la Chine s'est rendue à Budapest avec donc 16 pays d'Europe centrale et orientale, où quelques 3 milliards de projets divers ont été promis de la part de la Chine dans le cadre de ces fameuses routes de la soie. Il s'agissait, on a l'impression là que c'est un peu l'impérialisme hégémonique, en tout cas la Chine qui essaye de diviser l'Europe pour mieux y poser ses pions. Et donc on est un petit peu dans un paradoxe par rapport à ce qu'on dit. En même temps, la Chine chercherait une Europe stable et forte incarnée par Emmanuel Macron. Mais je pense qu'elle joue absolument sur ces deux tableaux. C'est ce que nous dit Farouk. Les Chinois sont malins, ils vont rapidement mettre la main sur Macron. Alors Farouk, on vous pose une question. Est-ce que vous pensez que justement c'est une manœuvre pour diviser l'Europe? En tout cas, on vous salue, comme on salue Claude Devar, qui est un internaute fidèle sur Facebook du Figaro, Michel, Marc, Liliane, Betsy. Vous continuez à donner vos commentaires, à poser vos questions à nos invités et également sur le player, c'est-à-dire l'écran dans lequel vous voyez cette émission du Figaro. Je voudrais qu'on regarde une carte, plus exactement pas une carte, mais un graphique. C'est l'ampleur du déficit commercial entre la France et la Chine. Il n'arrête pas de se creuser et on voit de toute façon que la courbe bleue, qui est celle des importations, est nettement supérieure à la courbe orange, celle des exportations. Fabrice Deslay-Langlois, est-ce que les contrats qui vont être signés d'une minute à l'autre maintenant suffiront à combler le déficit? Alors, suffiront certainement pas. Ce qui aurait été intéressant aussi, c'est de comparer cette courbe avec la courbe des échanges entre la Chine et l'Allemagne. L'Allemagne, elle... Eh ben, écoutez, on va bien en parler, puisque maintenant, on va voir le classement des partenaires de la Chine, et on va voir que l'Allemagne est en 4e position, alors que la France n'est qu'en 14e position. Voilà. Et puis surtout, l'Allemagne dégage un excédent commercial de quelques 20 milliards d'euros, donc à comparer avec notre déficit de 30 milliards d'euros. Ces contrats, alors, effectivement, on mesure souvent l'importance d'une visite à ces contrats parce que c'est ce qu'on retient plus facilement, on retient des chiffres souvent. On dit, voilà, il y a eu 5 milliards d'euros, 10 milliards d'euros de contrats signés et on ne sait pas très bien à quoi ça correspond parce que souvent, dans ce genre de visite d'État, et je parle sous le contrôle de M. Géré, on ressort des choses qui étaient plus ou moins signées à l'avance ou des choses qui ne sont que des promesses qui n'engagent pas encore. C'est le cas, là Alors, je n'ai pas toutes les informations puisque les contrats sont en train d'être signés ou vont être signés. Il y a un suspense. Oui, par exemple s'agissant d'Airbus, je n'ai pas les dernières informations. Un de nos correspondants en Chine, Sébastien Faliti, a rencontré Fabrice Brégier, le numéro 2 d'Airbus, hier à Pékin, qui se gardait bien de tout triomphalisme et de chiffres précis tant que l'encre n'a pas séché sur les contrats. On parlait de 50 à 100 appareils vendus, mais rien n'était sûr encore. Et ce qu'il s'agit de commandes fermes, de promesses, etc. Tant que ce n'est pas signé, il faut voir. Il y a un accord, par ailleurs, qui a été signé dans le nucléaire. M. Géré a encore parlé de ces domaines assez traditionnels, le nucléaire, qui est l'objet d'une coopération de plus de 30 ans entre la France et la Chine. Ça fait au moins 10 ans que Areva négocie avec la Chine pour essayer de fournir une usine de retraitement, c'est-à-dire l'équivalent de l'usine de La Hague, la fameuse usine de La Hague, à la Chine. Les Chinois, aujourd'hui, n'ont pas encore d'installation pour retraiter leur combustible. Alors, c'est évidemment très important quand on veut être autonome dans le nucléaire. On parle d'un contrat qui pourrait se chiffrer entre 10 et 20 milliards. Enfin, le projet vaudrait quelques 20 milliards d'euros, dont la moitié pourrait revenir à Areva. Mais là encore, on a signé aujourd'hui, apparemment, d'après les dernières informations, un MOU, un accord de coopération qui n'est pas encore le contrat définitif. Donc, il faut regarder toujours dans le détail avec beaucoup de prudence ces contrats avant de voir combien ils pèsent et en quoi ils peuvent résorber notre déficit. Patrick Saint-Paul, juste une question. Vous avez été correspondant à Pékin, mais vous avez été également correspondant à Berlin. Pourquoi l'Allemagne réussit là où la France échoue?
D'abord, moi, d'après l'anecdote que m'a raconté un dirigeant chinois, il y a une erreur un peu historique de la France qui avait une carte énorme à jouer une fois encore, parce que c'était le premier à avoir établi les relations diplomatiques avec la République populaire, avec le général de Gaulle. Et il m'avait raconté, et Citroën était une des premières marques qui s'était implantée en Chine. Et Deng Xiaoping a convoqué le patron de Citroën et le patron d'Audi dans une haute conversation, et il leur a dit: il faut arrêter de nous vendre vos modèles de fin de course en Chine, on veut des voitures de luxe, on veut ce qui se fabrique de mieux chez vous. Audi a enregistré le message et ces modèles, donc spécialement longs, fabriqués pour la Chine, ont eu un succès immense auprès des dirigeants. C'est devenu la première marque premium. Citroën n'a rien changé. Et aujourd'hui, on voit dans l'automobile, le groupe PSA est complètement distancé. Il y a eu un autre facteur qui a beaucoup aidé l'Allemagne. L'Allemagne est très forte dans la production de machines à outils. Elle est arrivée à un moment où la Chine montait des usines entières et a vendu ces machines à outils à la Chine. La troisième chose, c'est l'Allemagne a un tissu de PME qui est extrêmement performant et qui sont des champions à l'exportation et qui sont très bien implantés en Chine. Et le dernier facteur, c'est que l'économie chinoise est en train de changer de modèle, de monter, on essaie de la faire monter en échelle pour fabriquer des produits à forte valeur ajoutée. Et là-dedans, évidemment, les partenariats se sont noués avec l'Allemagne, qui est très forte en innovation aussi, qui a dans un certain nombre de secteurs, notamment dans l'automobile, mais il y en a d'autres. Et voilà, l'Allemagne a su utiliser toutes ces chances. François Géré, un commentaire? Le commentaire, c'est que quand on regarde les contrats, effectivement, Airbus, Areva, on s'aperçoit qu'on se trompe encore d'époque. Je veux dire par là qu'on cherche des gros contrats, que le président de la République régulièrement emmène avec lui les représentants des très grandes sociétés, et on n'est pas suffisamment attentif aux PME qui sont, y aller avec comme plus vous de disiez, PME. Absolument centrales dans cette affaire. Fabrice, est-ce qu'il y a un représentant des PME dans la délégation d'ailleurs? Plus d'un, bien sûr, heureusement. Enfin, en tout cas, c'est le message qu'a voulu faire passer l'Élysée. Il y a une très grosse délégation. Il y a, j'ai le dossier de presse, il y a au moins une dizaine de représentants de PME. Emmanuel Macron, qui a été le chantre de la French Tech quand il était à Bercy, continue de défendre les start-up françaises, et il y avait une demi-douzaine de patrons de start-up françaises avec lui, qui ont été un événement hier, ou alors ce matin, il y avait un événement avec des start-up. L'Élysée essaye quand même de passer à une diplomatie économique du XXIe siècle. Combien allons-nous vendre d'ailleurs de vignobles chinois? C'est ce que Christophe demande. Pardon. Non, je disais, ce qui est grave, c'est moins peut-être l'Élysée qui a bien conscience du phénomène que le patronat français, qui lui-même n'est pas organisé pour s'adapter au marché chinois. Et pas seulement au marché chinois. Une task force il faudrait élargir considérablement. Il faudrait permettre aux PME d'être constamment en mouvement vers la Chine et pas seulement à l'occasion d'un déplacement présidentiel. Les Allemands organisent plusieurs fois par an des conférences pour leurs PME en Chine qui ont lieu en dehors des visites officielles d'Angela Merkel. Allez, je voudrais qu'on aille à Hong Kong. Bonjour Nicolas Becklin. Bonjour. Vous êtes le responsable pour l'Asie d'Amnesty International. Il y a une question qu'on se pose depuis ce matin, c'est est-ce que Emmanuel Macron agit bien avec la Chine? Donc c'est la question que je vous pose, de votre point de vue, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je pense qu'il est encore un peu tôt pour savoir. La question principale pour la relation avec la Chine, c'est d'avoir une stratégie de long terme, d'avoir une vision et d'avoir un plan clair sur la façon dont la France peut jouer ses atouts diplomatiques, économiques et culturels face à une puissance montante comme celle de la Chine, qui a annoncé un revirement complet de sa politique étrangère il y a quelques mois lors du 19e congrès du Parti communiste. Jusqu'à présent, la politique étrangère de la Chine était axée sur son développement national. Maintenant, depuis le 19e congrès, Xi Jinping a très clairement
souligné que la Chine voulait un rôle de gouvernance mondiale, avait une solution de développement, un modèle chinois pour les économies en développement et apportait des solutions qui devaient bénéficier à l'humanité tout entière. Donc je crois qu'on a une Chine qui est extrêmement différente de celle d'avant l'époque de Xi Jinping. On a, comme vous invitez l'ont dit, un climat géopolitique très différent avec un retrait considérable des États-Unis qui vraiment se sent au jour le jour ici en Asie. Et une Europe qui est finalement embourbée dans le Brexit et dans ses propres problèmes institutionnels. Donc, le président Macron essaye de faire bonne figure, mais en même temps, on sait qu'avec les Chinois, le théâtre ne compte finalement que pour eux, c'est-à-dire qu'ils veulent des visites. Justement, Nicolas Bequelin, c'est la question, c'est justement, est-ce que dans la façon de faire d'Emmanuel Macron, vous pensez que sur des questions qui vous sont chères, notamment sur la question des droits de l'homme, est-ce que vous êtes satisfait ? Jusqu'à présent, non. C'est-à-dire que je vois un gros décalage entre, disons, le discours qu'il a tenu face au président turc Erdogan, en soulignant l'attachement de la France aux valeurs des droits de l'homme, au rôle des défenseurs des droits de l'homme, de l'état de droit, des journalistes, des avocats. Et quand il est en visite en Chine ou en préparation pour une visite en Chine, on entend soudain plus du tout ce discours. Ce qui, je crois, atteint un peu la crédibilité de la France sur sa position dans la scène internationale comme pays qui est attaché et défenseur des droits de l'homme. Je crois que la question des droits de l'homme, elle n'est pas simplement une sorte de luxe qu'on peut se payer en diplomatie si on a du temps. L'état des droits de l'homme en Chine reflète une réalité politique, reflète une concentration du pouvoir, une personnalisation du pouvoir par Xi Jinping, un recul de l'état de droit, une position beaucoup plus agressive sur le plan géopolitique. Alors, justement, Nicolas Bequelin, l'Élysée assure en privé que la question des droits de l'homme est abordée au cours de ses voyages, mais pas publiquement, et c'est une question d'efficacité. Oui, ça c'est un argument qui est faux. Qu'est-ce qui est faux ? Que l'efficacité, que aborder les questions des droits de l'homme uniquement dans le cadre privé, derrière les portes closes, est plus efficace qu'en public. Il faut les deux. Simplement, quand ça ne marche pas en privé, il faut amener les dossiers sur la scène publique. Une dernière question, Nicolas Bequelin. Une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez de la France précisément pour avancer sur les dossiers qui vous sont chers ? Que la Chine respecte ses engagements internationaux en termes de pacte sur les droits de l'homme, qu'elle s'engage à respecter les règles de l'état de droit quand elle opère en Europe, en France et ailleurs, qu'elle donne une définition du terrorisme sur laquelle effectivement il peut y avoir une véritable coopération au lieu de chercher à brouiller les pistes pour justifier sa répression des populations musulmanes ouïghours du Xinjiang. Il y a un grand nombre de dossiers sur lesquels la Chine doit être un partenaire transparent et honnête, et sur lequel la France ne peut pas se permettre de rester complètement silencieuse dans l'espoir que cela générera des meilleures relations. Tout ce que ça générera, c'est de Pékin le sens que la France est en position de faiblesse et qu'il y a donc avantage pour la Chine à pousser plus fort, ce qui se traduit aussi sur les relations économiques. Merci Nicolas Bequelin, merci de cette intervention et puis de cet éclairage apporté depuis Hong Kong et puis de nous avoir donné votre point de vue. Je rappelle que vous êtes le responsable pour l'Asie d'Amnesty International. Patrick Saint-Paul, Christophe nous dit sur Facebook, les droits de l'homme et le business, c'est
je doute que ce soit compatible à l'international. En tout cas, ça n'est pas en Chine. Et Nicolas Bequelin l'a très bien souligné. Ce n'est pas un luxe. Comme le disait Fabrice tout à l'heure, les Chinois, en Europe, dans leur stratégie, s'implantent dans les pays qui sont les plus fragiles, à la fois économiquement. On l'a vu au moment de la crise de l'euro avec la Grèce, où ils ont saisi cette opportunité pour acheter tout ce qu'ils pouvaient en Grèce, notamment le port du Pirée. Et on le voit en Hongrie, où les tentations autoritaires planent déjà sur le pays. Or, la Chine, à travers les routes de la soie, propose aussi tout ce réseau de nouvelles routes de la soie qui compte relancer pour étendre leur influence économique sur le monde. Mais c'est aussi une façon de propager leurs idées. Les routes de la soie antiques ont toujours permis de véhiculer des idées dans les deux sens à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et ils ont un contre-modèle à proposer. C'est un modèle qui va à l'encontre de ce que vivent les démocraties libérales en Occident, qui est un modèle autoritaire. Autorité, prospérité. Autorité, prospérité, c'est le contrat entre le parti et le peuple chinois. C'est tant que le niveau de vie progresse, il n'y a pas de révolution. Sur la question des droits de l'homme et du business, la seule qui a réussi dans ce domaine, c'est une fois de plus l'Allemagne, mais c'est grâce au cas très particulier d'Angela Merkel, qui, elle, est capable d'aller devant des étudiants de l'université de Fudan, qui est l'université d'élite des Chinois à Shanghai, et qui leur parle de son expérience personnelle, et qui leur dit « Le plus beau jour de ma vie, ça a été le jour de la chute du mur de Berlin, parce que j'ai découvert ce qu'était que la liberté. » Évidemment, Emmanuel Macron ne peut pas tenir ce genre de discours parce qu'il n'a pas le même parcours personnel, mais si on ne trouve pas une façon comme ça un peu personnelle, je pense, ou très habile d'évoquer les droits de l'homme, la sanction est immédiate avec les Chinois. On l'a vu avec la Suède et le prix Nobel de la paix. La Suède, il n'y a pas eu de... Liu Xiaobo, donc qui est le prix Nobel de la paix, qui est mort quasiment en détention, même s'il avait été hospitalisé dans les... Voilà, qui a eu un cancer qui n'a pas été traité en prison. Et il y a eu 6 ans de blackout à la suite de ce prix Nobel sur la Suède. François Géré, un commentaire justement sur ça et sur quel rapport de force la France pourrait avoir pour à la fois parler des droits de l'homme et puis pour avancer commercialement. Oui, la diplomatie française pratique depuis très longtemps ce type d'approche qui consiste à dire, voilà, on n'en parle pas publiquement. Mais on arrive avec un certain nombre de dossiers qui ont été préparés, notamment sur des personnes, et on essaie d'améliorer leur situation, leurs conditions. Oui, ça donne des résultats qui ne sont pas foudroyants. On a des exemples mais on a effectivement des exemples de personnes dont la situation, par exemple, pénitentiaire a été considérablement améliorée. Des dissidents faut pas vraiment parler de dissident. Pour les Chinois, un dissident, c'est quelqu'un qui est en opposition avec le pays lui-même et donc qui est une menace. Mais vous avez des gens qui, sans être considérés comme des dissidents, sont dans une situation difficile. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il faut faire preuve d'un peu plus de créativité dans le domaine des droits de l'homme, en les liant, par exemple, à l'environnement. Ça peut paraître paradoxal, mais lorsque on voit les Chinois qui ont une politique de l'environnement aujourd'hui très volontariste et très sérieuse, quand on les voit tirer prétexte de cette politique pour brutalement éjecter les travailleurs temporaires qui sont aux alentours de Pékin, question de droit social, et les mettre dans une situation épouvantable sur le plan humain, sur le plan social, la France a la possibilité de dire oui, nous coopérons dans le domaine de l'environnement, mais il faut que la conduite de cette amélioration environnementale ne se fasse pas au détriment de l'état normal des populations. Et de ne pas avoir le pire du capitalisme avec le pire du marxisme. On jette un œil à ce qui se passe actuellement à Pékin. Le public s'installe dans la salle du Palais du Peuple pour la signature des contrats. Visiblement, ce sont les représentants, les chefs d'État qui se joignent. On a eu peut-être une réponse à votre question. On n'a jamais été aussi proche d'un accord pour fournir à la Chine un centre de retraitement nucléaire. C'est ce qu'a indiqué l'Élysée juste avant la cérémonie de cette signature. Fabrice.
C'était les infos que vous aviez? Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que l'accord ferme et définitif va être signé dans les prochaines minutes. On a franchi une étape de plus. Encore une fois, cet accord sur un projet d'usine de retraitement du combustible des centrales nucléaires chinoises et pèse lourd. Ah oui, là, c'est peut-être plus la signature des contrats, mais bien le point de presse des deux chefs d'État. Donc, la signature des contrats. Peut-être si Cyril Puyette nous entend, peut-être qu'il nous donnera de l'information sur ce qui se passe. Dès que Emmanuel Macron prend la parole, on le retransmet. Juste une question, là, celle qui est posée par Christophe encore, qui dit « Airbus ne doit-il pas livrer une partie de son savoir pour travailler avec les Chinois ?» Question subsidiaire, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même dans tous ces accords, même commerciaux, à ce que la France abdique tout son savoir-faire ou transmette tout son savoir-faire à la Chine et qu'il y ait vraiment un vrai déséquilibre, lui qui ne se voit pas, mais qu'on ait transmis tout notre savoir-faire pour quelques contrats? Je crois que c'est une question qui est en partie dépassée par les événements. Il y a quelques années, on disait les Chinois prennent la technologie occidentale et nous perdons à chaque fois que nous acceptons ces transferts. En réalité, aujourd'hui, la Chine a acquis un savoir-faire national. Si vous prenez par exemple le TGV, le train à grande vitesse, il est aujourd'hui développé nationalement par les Chinois dans des usines chinoises, avec de la technologie qui a été en partie empruntée aux Allemands. Les TGV chinois d'aujourd'hui sont des modèles allemands anciens. Dans le domaine d'Airbus, on est exactement dans le même cas de figure. Donc, vers quoi il faut regarder, c'est les technologies vertes, c'est les technologies innovantes, c'est ce qui va aujourd'hui être porteur et qui va donner lieu à une véritable concurrence. Et il faut arrêter de raisonner, je dirais, en termes de technologie ancienne. Ça peut paraître paradoxal, mais aujourd'hui, Airbus et d'une certaine façon, les technologies Areva pour le retraitement, ce sont des technologies classiques, anciennes, qui ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, l'enjeu, il est sur le futur. Patrick. Il y a un autre secteur dans lequel on a une carte à jouer pour l'avenir, c'est le secteur des services. Et là, ça reste très très fermé en Chine, notamment dans le domaine bancaire. Et on a une carte à jouer parce que, notamment dans la silver economy, donc l'économie des personnes âgées, des personnes âgées, des seniors, où évidemment il y a une masse de retraités chinois qui vont avoir besoin de services, de maisons de retraite, etc. La France a un savoir-faire dans ce domaine, comme dans d'autres domaines des services. Et là, c'est une possibilité pour rattraper le retard français dans ce déséquilibre commercial avec la Chine. Et pendant ce temps-là, donc, on voit les contrats qui commencent à être signés, la cérémonie traditionnelle des signatures dans ces voyages officiels. Pendant ce temps, Bruno Le Maire déclare qu'il compte renforcer le décret Montebourg sur la protection des intérêts stratégiques nationaux. Je ne sais pas si c'est lié à son voyage en Chine. En tous les cas, Bruno Le Maire fait partie de la délégation. Est-ce que ça peut avoir d'ailleurs un impact dans les relations avec la Chine, Fabrice ? Alors, ce que les Chinois regardent aussi, c'est ce que fait l'Europe sur la protection de ses actifs stratégiques. Et Paris, qu'est-ce Berlin... qu'on a comme actifs stratégiques? Ce sont les ports, c'est le nucléaire? Pas uniquement, c'est des tas d'entreprises. Il y a un exemple qui a créé un mini-séisme en Allemagne il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne. C'est quand les Chinois ont racheté cette entreprise allemande qui s'appelle KUKA, qui fabriquait des robots industriels. Une entreprise chinoise, sans doute liée au capital public, comme quasiment toutes les entreprises qui raflent des actifs en Europe et en Occident, a raflé cette PME. Ce n'est pas une entreprise qui était très connue ni très grande, mais qui était considérée comme détenant un savoir-faire justement stratégique. KUKA, qui fabrique donc des robots industriels. Ça a secoué pas mal les Allemands, et c'est notamment à la suite de ce rachat par les Chinois que l'Allemagne a elle-même renforcé ses dispositifs pour protéger ses actifs, et que avec Paris et Rome, elle a décidé de mener une action commune à l'échelle européenne pour dire attention, on élargit la palette des actifs dits stratégiques, et quand les Chinois s'y intéressent de trop près, on se réserve le droit de dire stop. Et finalement, les décrets Montebourg à l'échelle nationale vont tout à fait dans ce sens. Et à l'instant, justement, je ne sais pas si ça répond à la question de Christophe qui disait combien les Chinois vont racheter de vignobles français. En tous les cas, Bruno Le Maire dit on accepte des investissements sur le long terme, mais pas des investissements de pillage. Des investissements chinois, j'en refuse
beaucoup. C'est ce qu'a déclaré donc le ministre de l'économie à la presse. Et il dit « J'ai déjà utilisé le décret Montebourg, mais je compte le renforcer car il est très limité. » Dans le cas du vignoble, par exemple, si c'est un propriétaire privé français qui vend son vignoble, je ne pense pas que l'État ait un moyen d'intervenir. Alors, François Géré, vous parliez justement d'un domaine qui est l'économie verte. Précisément, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la question, c'était hier, et il a tendu la main à la Chine sur un dossier qui lui est cher, qui est l'accord climatique. On va l'écouter. Je proposerai au président Xi une année franco-chinoise de la transition écologique 2018-2019 pour mobiliser nos entreprises, nos start-up, nos chercheurs, nos étudiants, nos universités, nos villes, des régions, pour démontrer au monde que nous, Français et Chinois, sommes capables de faire que notre planète soit à nouveau grande et belle. Alors, est-ce que Emmanuel Macron fait un bon pari, selon vous, François Géré, sur cette question? Et est-ce qu'il peut contraindre les Chinois à polluer moins? C'est même plus un pari, hein, c'est de l'ordre des choses. Hein. C'est la réalité. Aujourd'hui, les Chinois, et le rapport du 19e congrès est très clair là-dessus, il faut une Chine verte. Hein. Donc, c'est une question aussi, et Xi Jinping le dit dans sa langue un peu particulière, qui est un peu une langue de bois, mais il le dit quand même très très clairement, si on veut bien le lire. C'est-à-dire que c'est vital pour le pouvoir du Parti communiste chinois de transformer les conditions de vie de la population et les conditions aussi de la production. C'est-à-dire que la pollution telle que la connaissent les Chinois aujourd'hui ne peut plus perdurer. Il faut réduire de manière drastique parce que le Parti communiste chinois sera rendu responsable. Et on voit très bien, vous l'avez montré en début d'émission, que pour les jeunes, cette idée d'être dans une Chine complètement dévastée par la pollution, c'est devenu véritablement intolérable. Il y a aussi un poids en termes de santé qui est très très lourd. Et donc les Chinois ont compris qu'il fallait le faire et qu'il fallait le faire en coopération mondiale. Et naturellement, Macron procède aussi à la possibilité d'utiliser le vide qui a été créé par la position de Trump sur les accords de Paris sur le climat. Et bien entendu, de manière assez curieuse, assez inattendue, il y a d'un côté un champion européen représenté par la France et un champion asiatique qui est la suite de François Hollande par la aussi, Chine. qui tenait pas mal. Sur ces technologies, c'est là que la France a vraiment des atouts à jouer parce qu'on a toute une série d'entreprises qui vendent des services sur ce qu'on appelle la ville durable. Et d'ailleurs, sous l'égide du MEDEF, les entreprises françaises ont su, c'est un peu un début, mais elles ont su s'organiser en task force pour proposer toute une panoplie de services pour faire de la ville plus propre. Et des Veolia, des Schneider électriques ont vraiment une carte à jouer. Et quand on parle pollution en Chine, bien sûr, on pense au smog à Pékin, mais il ne faut pas oublier que les sols et les rivières sont dans un état mais absolument abominable et que là aussi il y a un énorme chantier à mener pour les décennies à venir. Il y a un énorme chantier également qui est aux frontières de la Chine, c'est la Corée du Nord. Cette nuit, événement depuis 2015. Les deux Corées se sont parlé et Jean-Yves Le Drian, qui est présent actuellement en Chine, et on l'a vu à l'instant à l'image, s'est rendu ces dernières semaines à Pékin pour s'exprimer sur le sujet. Et voici ce qu'il a dit à cette occasion. Seule la pression et donc les sanctions peuvent amener à la négociation. Il n'y a pas de solution militaire. Ou alors la solution militaire, c'est la solution extrême que précisément personne ne souhaite. Il faut donc forcer à la négociation et trouver les voies et moyens pour ce faire. Patrick Saint-Paul, qu'est-ce que la France peut jouer comme carte sur la Corée du Nord aujourd'hui à Pékin ? La carte, c'est convaincre la Chine d'augmenter la pression sur la Corée du Nord, je pense. Il y a un levier qui n'a pas été utilisé par Pékin, c'est le boycott c'est d'interdire les exportations pétrolières vers la Corée du Nord. Ce levier est un levier qui pourrait avoir un impact sur le régime, puisque sans ces exportations, le régime risque de s'effondrer.
Et voilà. Mais la Chine s'est refusée pour l'instant à le faire, parce que pour la Chine, oui. La Corée du Nord est stratégique. La Chine préfère avoir un régime nord-coréen avec un Kim Jong-un à la tête de ce régime, plutôt que de voir le régime s'effondrer et de risquer de voir les alliés des États-Unis arriver aux portes de la Chine. Une migration massive peut-être de Nord-Coréens vers surtout la Chine. Ça, c'est surtout ça, oui. La France, qu'est-ce qu'elle peut jouer comme rôle? La France a un rôle d'intermédiaire. La France peut aussi remettre... Il faut se rappeler qu'en 1994, l'Union européenne était partie membre des négociations entre les deux Corées, le Japon, la Russie, les États-Unis. Et puis ensuite, l'accord est tombé en quenouille, les Européens se sont retirés. La France, là encore, doit parler au nom de l'Europe et revenir sur un terrain où nous faisons figure, finalement, d'acteurs bienveillants, d'intermédiaires possibles, alors que tous les autres ont des intérêts. Maintenant, sur la question de l'influence que nous pouvons avoir sur la Chine, elle est extrêmement, extrêmement limitée. Effectivement, les Chinois ne veulent absolument pas que le régime de Pyongyang s'effondre, et donc n'ont pas du tout l'intention, d'ailleurs les Russes aussi continuent à fournir du pétrole à la Corée du Nord, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Nos moyens d'influence sont très, très limités. Merci François Géret. Plus de détails dans votre livre « La pensée stratégique française contemporaine », c'est aux éditions Economica. Et à lire également Le peuple des rats dans les sous-sols interdits de la Chine. C'est le livre, c'est un peu également votre récit de ces années chinoises pour le Figaro. Patrick Saint-Paul, merci à vous Fabrice Naudet-Langlois d'avoir été également présent. Vos articles sont à retrouver sur lefigaro.fr. Dans quelques minutes, vous retrouverez Yves Tréhard qui reçoit Damien Abad, le député LR de l'Ain. C'est dans le talk. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez cette émission en replay. Peut-être un dernier coup d'œil à la question Twitter. Est-ce qu'Emmanuel Macron agit bien avec la Chine? C'était #lesdécrypteurs, #Figaro Live. Et vous êtes toujours très nombreux à croire que c'est oui, 65%. Vous retrouvez donc cette émission en replay, www.video.lefigaro.fr, onglet Les Décrypteurs. Et on se retrouve jeudi pour une autre émission, normalement, pour parler des retours des djihadistes en France. Donnez-nous vos commentaires et posez-nous vos questions sur Twitter, #Les Décrypteurs, #Figaro Live. À très vite.